Bonjour Daniel Simonet, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors un débat à 11, c'était comment? Alors, c'était comment? Long? D'abord, c'était très long, hein, il faut reconnaître. J'étais sur le plateau. J'attends avec impatience de savoir quel a été le suivi par les En termes téléspectateurs. d'audience, Voilà, en termes oui. À d'audience, quel parce moment ils que ont décroché? oui, à quel moment? Oui, parce que quand même, hein, jusqu'à je sais même plus d'ailleurs, minuit et demi, 1 heure. Je sais pas, c'est vous qui y étiez, hein? Non, je n'arrive même plus à me rendre compte tellement c'était long. Maintenant, voilà, c'était intéressant, heu, c'est énormément de sujets ont pu être abordés, et même si finalement le temps de prise de parole pour chaque candidat est très court, puisqu'ils ont chacun pu parler en moyenne un quart d'heure, on a pu avoir accès à des présentations, Mais à ça la faisait fois pas un de peu de de catalogue profils. justement? Non, parce que ça a quand même été très rapidement, animé, hein. Jean-Luc Mélenchon a tout de suite donné en interpellant François Fillon, sur la question du code du travail, puisqu'il a tout de suite avancé sa volonté d'abroger, la loi El Khomri, et a fustigé, monsieur Fillon et ses velléités de faire un code du travail, différent, comme s'il fallait un code de la route différent par rue, quoi. Bon, et donc il y a tout de suite eu des échanges, et des interpellations, et donc d'ailleurs les candidats moins connus ont pu aussi, mieux se faire connaître, Émerger, hein, oui. Bah, on émerger. parle beaucoup ce matin de Philippe Poutou, Oui, qui a dit qui a fait tout une très haut bonne ce que... sortie Oui, contre Marine Le Pen, hein. et aussi François Fillon. Euh, Est-ce qu'il n'a pas fait passer du coup Jean-Luc Mélenchon un peu pour un centriste? Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon est a pu se présenter vraiment, encore plus que la fois d'avant, comme vraiment celui qui a la stature d'homme d'État, Vous voulez dire il heu a fait plus sérieux du coup dans ce débat? oui, tout en étant capable de manier l'humour, tout en étant capable d'avoir, ses punchlines. Mais finalement, il est au centre il est au centre d'une capacité de fédérer le peuple. Voilà. Alors que en 2012, on voulait le cantonner à l'autre gauche. Hmm. Donc c'est vrai qu'il y a une stratégie sur cette campagne de 2017 que nous suivons, qui n'est pas la même que celle de 2012. Nous pensons qu'on doit pouvoir fédérer le peuple sur la base de contenu, sur des enjeux extrêmement importants, comment on restaure la souveraineté du peuple par la Sixième République, et par la stratégie plan A, plan B de désobéissance aux traités européens, comment on est en capacité de mobiliser sur l'enjeu de notre écosystème, l'enjeu écologique. Donc, c'est une autre façon d'aborder les choses. Jean-Luc Mélenchon a dit 60% des Français n'ont pas de religion et a dit à Marine Le Pen, fichez-nous la paix Ouais. avec la religion. Comment vous expliquez que ce thème soit finalement très présent dans cette campagne? Bah, écoutez, Madame Le Pen a à nouveau défendu sa drôle de conception de la laïcité, hein, en défendant la question des crèches dans les bâtiments publics, et en faisant référence à la tradition. Or, on voit bien que pour Marine Le Pen, la laïcité, c'est simplement une façon de stigmatiser les immigrés, les musulmans, dans sa volonté à chaque fois de se construire sur les haines. Et on voit bien comment la religion est instrumentalisée. Elle avait commencé déjà à l'être énormément sous Sarkozy. Euh, C'est-à-dire que plus on est dans une politique nationale et européenne axée sur la concurrence et sur la mise en concurrence libérale, plus on a une extrême droite et une droite extrême qui cherchent à nous entraîner sur l'identitaire et sur le rejet de l'autre. Finalement, ça va de pair. Et Jean-Luc Mélenchon, face à ces deux orientations, l'orientation libérale qui a pu être d'ailleurs développée hier soir, tant par Fillon que par Macron, ou bien l'orientation de haine de Madame Le Pen, finalement, Jean-Luc Mélenchon, il incarne l'humaniste. Hmm. Et C'est vous, aussi pour ça qu'il est complètement au-dessus Daniel de Simonet, la vous, mêlée. oui, vous Parce parlez qu'il incarne le au-dessus, républicain. au-dessus du coup de Benoît Hamon, vous n'en parlez pas ce matin? Comment Oh vous le oui, j'en jugez? parle pas parce que je l'ai trouvé finalement assez en retrait, assez effacé, hein. Moi, j'ai trouvé, pour les grands, entre guillemets, ce qu'on appelle les grands candidats, hein, j'ai trouvé que monsieur Hamon, monsieur Macron et monsieur Fillon étaient en deçà dans ce débat par rapport à la fois d'avant. Ils avaient beaucoup à perdre? Oui, et ils ont, je pense, beaucoup perdu. Je pense que monsieur Hamon était pas sûr de lui. Monsieur Hamon collait énormément à Macron sur les questions européennes. On voit qu'il est en candidat socialiste assez lié finalement au bilan de ce discours qui promet depuis X temps l'Europe qui protège, alors que les citoyens et les citoyennes voient bien que l'Europe, telle qu'elle est mise en place avec ses traités libéraux,
et celle au contraire qui met en concurrence, qui casse les services publics, qui organise le dumping social et qu'il faut au contraire une rupture urgence, comme le propose Jean-Luc Mélenchon. Danielle Simonet, vous êtes la seule conseillère de Paris du parti de gauche. Anne Hidalgo, la maire socialiste, est à mi-mandat. Il lui reste encore 3 ans à faire. Comment vous jugez sa première partie de mandat ? Écoutez, sa première partie de mandat, il y a la com et les faits. C'est comme ça que je dirais. C'est-à-dire que sur la Elle fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Non. Pourquoi ? Il y a la com et les faits. Est-ce qu'elle a dit qu'elle aggraverait la présence de la publicité dans l'espace public ? Non. Est-ce qu'elle a dit qu'elle aggraverait la mainmise des intérêts privés sur la capitale ? Non. Or, par exemple, sur ces 2 sujets-là, eh bien, le mandat de Mme Hidalgo, c'est la prolifération de la publicité sur les monuments historiques, notamment les Vous préférez églises. quoi, qu'elle augmente les impôts ? Non, je préfère qu'elle résiste et qu'elle se batte contre l'austérité et qu'elle fasse le choix du retour en régie directe. Parce que quand on a recours aux entreprises privées pour gérer des services publics, en fait, vous socialisez les pertes et vous privatisez les profits. Regardez en plus les conséquences qui peuvent se passer. Regardez sur Vélib. Je soutenais hier la mobilisation des salariés, des salariés de Cyclocity. Ils sont 315 à risquer de perdre leur emploi du fait du changement d'appel d'offres. Et comment se fait-il que dans le nouveau contrat, il n'y ait pas la reprise des salariés si jamais ça devait changer de Alors, officiellement, prestataire. ce qu'on nous explique, c'est que, autant dans le Code du travail, si vous restez dans le même périmètre du marché, vous êtes obligé de les reprendre. Mais Smooth, le nouveau repreneur, pourrait prétendre que le périmètre change puisque vous avez d'autres communes qui participent. Et selon l'exécutif municipal, vous ne pouvez pas mettre dans les clauses des marchés d'appel d'offres une obligation stricte à la reprise des salariés. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, JC Decaux est aussi responsable là-dedans. Le meilleur moyen de sortir de cela, c'est d'être en régie directe. C'était Danielle Simonet du parti de gauche, invité de France Bleu Matin, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Oui, et je vous invite au Théâtre de Ménilmontant ce soir. Pas de Où je ferai, publicité. au Théâtre de Ménilmontant ce soir, pour une Votre soirée La spectacle. campagne continue contre l'ubérisation. Merci beaucoup Danielle Simonet, bonne journée.